pour moi, le deal, c'est une histoire humaine entre d'un côté le partenaire et son équipe et moi, et après de l'autre côté l'histoire que j'essaie de créer entre cette équipe-là et le dirigeant en face pour qu'ils tiennent, pour qu'ils puissent s'accompagner 5 ans. Mais c'est vraiment une histoire humaine de compréhension des dynamiques de ces 3 équipes, la mienne, la leur et celle des dirigeants, qui doivent à un moment fusionner pour donner un deal qui n'est pas juste une somme économique, mais qui est une envie réelle et une symbiose de cahier des charges entre un acheteur et un vendeur. Ouais. Enfin, moi, le LBO, je reviens toujours à la base, c'est un mariage. C'est pas une vente. Là, j'ai dit une vente, mais la réalité, c'est que ce n'est pas une vente. Le dirigeant qui vient vendre sa boîte ne veut pas faire un LBO. Le LBO, c'est une convergence d'intérêts pour créer de la performance entre un manager, un fondateur, quel que soit le statut de cette personne, avec une équipe de fonds d'investissement. Je suis Solène Niederkorn. From Within est le podcast dérivé de FinScale. Il vient compléter mon exploration des transformations à l'œuvre en finance en s'intéressant cette fois-ci à ce qui change avec nous, en nous et entre nous. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 5e épisode de From Within. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir une personne qu'on entend très peu, qui se manifeste peu dans les médias, qui est très discrète, et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui, qui est Jacques Hitin. Bonjour. Enchanté. Jacques. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Ravie d'avoir cette discussion que je sais d'avance passionnante. J'espère. C'est une certitude. Alors Jacques, moi je t'avais rencontré parce que j'avais enregistré un épisode avec Estelle Dola qui a créé une fintech qui s'appelle Private Corner, et en marge de cette discussion, je trouve que tu as énormément d'histoires à raconter autour de ce que tu fais, de qui tu es et de ta fondation. J'aimerais quand même que tu prennes un petit peu de temps pour nous parler de toi, te présenter, nous expliquer un peu ton parcours professionnel qui est assez édifiant. J'ai eu pas mal de chance. Je vais démarrer un peu comme ça parce que je pense que c'est toujours important de faire 2 choses dans la vie, c'est remercier un peu la chance et 2, de remercier les gens que j'ai croisés sur mon chemin et qui m'ont permis de faire un chemin qui est un peu différent de beaucoup de gens dans le métier, mais qui m'a semblé assez intéressant pour le vivre en tout cas et continuer à mon petit chemin. Donc moi j'ai eu la chance d'être très curieux, souvent je dis ça, et du coup j'ai fait des diplômes souvent inattendus mais dans plein de domaines différents, puisque j'ai eu la chance de faire du droit qui m'a passionné. J'ai eu la chance de faire une école de commerce, j'ai eu la chance de passer un tout petit peu dans une école d'ingénieur et de passer un peu de temps aussi dans des universités américaines. J'ai commencé ma carrière en fait en stage en année de césure aux États-Unis, dans un grand cabinet américain en restructuration, où j'ai eu la chance de grandir très très vite parce que les Américains m'ont donné beaucoup de chance. Un cabinet de conseil ou avocat ? Un cabinet d'avocat. Ok. Et là-bas, je faisais de la restructuration d'entreprise. Après, je suis rentré en France parce que j'ai pas eu de visa définitif, parce que difficile d'expliquer à des Américains que sans diplôme américain, on est capable de faire du droit mieux que des Américains. Donc ça m'a pas été possible. J'ai beaucoup tchatché, mais ça a pas marché quand même. Je suis rentré en France, j'ai eu la chance de travailler avec de grands avocats dans des cabinets incroyables. J'ai travaillé chez Darrois Villet en fusion-acquisition boursière. Puis après, j'ai travaillé chez Wall Gotshal en faisant du LBO avec David Aknin, qui m'a un peu tout appris sur ce segment-là, que j'ai emporté avec moi dans mes bagages, puisqu'après, je suis passé dans des cabinets de conseil. J'ai fait de la restructuration d'entreprise chez Deloitte et j'ai fait un cabinet de conseil en management chez CSC, Pitt Marwick. Mais je suis revenu à mes premiers amours après ça, c'est double chose, l'entrepreneuriat. Et le LBO. Donc j'ai voulu créer ma boîte en 2007 sur une erreur de jugement, plus ou moins, en tout cas de magnitude de jugement. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'il allait y avoir une crise, mais évidemment, je ne pensais pas du tout qu'il y aurait une crise de la magnitude de celle qu'on a connue en 2007. Oui. Et donc j'ai créé ma boîte de manière, alors, avec le recul, ça semble fou, mais hyper précipité. C'est-à-dire j'ai tout quitté en me disant, enfin, si je ne crée pas ma boîte demain, c'est perdu. Donc les types m'ont dit, mais Jacques, tu ne veux pas une rupture conventionnelle, tu ne veux pas quelque chose, tu ne veux pas pointer pour avoir l'assurance chômage, etc. J'ai dit, mais pas du tout. Il faut vraiment que j'ai créé la boîte demain. Et donc, j'ai tout quitté précipitamment pour créer une boîte qui soit à la confluence de 2 sous-métiers, puisque à l'époque, j'ai conceptualisé que, j'allais être un banquier uniquement spécialisé à l'achat pour des opérations et des fonds d'investissement, donc des opérations de LBO. Et à l'époque, pour les banquiers, c'est 2 fois un sous-métier. L'achat, c'est le pire des métiers. Les banquiers veulent être vendeurs et les banquiers prestigieux voulaient faire que du corporate. Et moi, je dis, à ce moment-là, moi, je veux conseiller des fonds de private equity. Il y a eu 2 chances pour moi. La première, c'est que comme il n'y avait rien dans le marché à ce moment-là, il n'y a pas de deal, j'ai pu passer beaucoup de temps avec des fonds de private equity qui ont eu beaucoup de temps pour m'écouter. Peut-être dire des conneries, mais en tout cas, ils m'ont écouté pendant pas mal de temps.
Et la deuxième chose, c'est que finalement, j'ai marketé tout de suite le fait d'être numéro 1 en Europe d'un segment qui n'existait pas. Les gens m'ont cru. Et du coup, ils m'ont donné ma chance. Alors, ça a été un très long chemin pour se faire payer notamment. Mais en réalité, dès le début, j'ai ancré le fait que j'étais numéro 1 de ce segment. Et en ayant déclaré ça, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour m'essayer. Et puis, à ce moment-là, je suis parti dans une bonne direction. J'ai gagné plus de deals que tout le monde avait gagné historiquement. Et donc, j'avais des statistiques extrêmement puissantes. Et donc, tous les fonds, progressivement, m'ont utilisé jusqu'à aujourd'hui être réellement, je pense, mérité le titre, on va dire comme ça, en tout cas de numéro 1 en Europe, des banquiers d'affaires à l'achat. Incroyable. Alors, avec quel fonds tu bosses ? Je ne veux pas faire la publicité pour certains d'entre eux. J'ai la chance de vraiment travailler avec la majorité d'entre eux, de KKR, APAI, de Astor, Ardian, de Raseo, je ne sais pas, vraiment tous les fonds, CVC et autres. J'ai vraiment la chance d'avoir leur confiance et d'avoir pu développer une proximité qui m'a permis de rentrer dans leur tête. Parce qu'en fait, il y a 2 choses qui sont importantes à comprendre et qui ont probablement été une des clés du succès. La première, c'est que, et c'est des choses que je n'avais pas forcément vues au moment où je me suis lancé. Moi, j'étais parti sur l'idée que, effectivement, la concurrence des fonds allait se densifier et que les fonds allaient devenir de plus en plus gros et par ce chemin-là, il y allait avoir une professionnalisation. Ce que je n'avais pas forcément mesuré, c'est que, en fait, un partenaire de fonds est très seul dans un deal. Et qu'en fait, il pourrait retrouver un lien de confiance avec son équipe, mais qu'en réalité, chacun est un peu une individualité dans ce collectif-là, et qu'un partenaire ne va pas avoir un autre partenaire. Ça, c'est la première chose que j'ai réalisée assez rapidement. Encore maintenant ? Encore aujourd'hui. Ouais. Et que du coup, un patron de fonds est vraiment en position de faiblesse au moment d'un deal. Il est envahi par le doute et qu'avoir une personne de confiance auprès de lui à ce moment-là est très très importante. Et la deuxième chose, c'est le manque d'expérience. C'est-à-dire qu'un patron de fonds, il a l'avantage par rapport à un banquier, par rapport à un avocat ou autre, de garder une boîte pendant 5 ans, ce qui est quand même magique de pouvoir, une fois qu'on a acquis une société ou investi dans une société, de pouvoir voir la réalisation, comment on peut l'aider, de travailler avec le patron au long cours, on va dire comme ça. Mais le désavantage, c'est que du coup, un patron de fonds, un partenaire, ne fait que très très peu de deals comparé à tous les prestataires qui sont autour de lui. Donc, c'est la personne la moins expérimentée, en réalité. Ouais. Et c'était toute la thématique de Private Corner, puisque tu indiquais ça tout à l'heure, mais Private Corner, finalement, les patrons de fonds connaissent très mal le private equity. Ils savent investir, mais ils connaissent très mal le marché, ils connaissent très mal le deal-making en soi, puisque un partenaire de fonds, majoritairement, il y a des exceptions, mais fait un deal tous les ans. Peut-être 2 deals par an. Là où les banquiers vont faire 5, 10, là où les avocats vont peut-être en faire 10, 15, 20. Pareil pour les prestataires de due diligence. Et donc finalement, contre-intuitivement, il va se retrouver avec des conseils qui travaillent pour lui, mais qui sont beaucoup moins expérimentés, qui sont beaucoup plus expérimentés que lui. Et ça, c'est vraiment la base du buy-side que donc j'ai pas créé, mais que j'ai développé de manière professionnelle à ce moment-là, c'est venir renforcer l'expérience d'un partenaire tout en étant à son service et vraiment pour lui à des moments assez clés des deals. C'est top. Alors, comment tu te bâtis cette réputation ? Donc, c'est quand même un tout petit monde. Tout le monde se connaît les uns les autres. Il y a quand même aussi vachement de compétition entre les différents fonds. Donc, comment est-ce que tu réussis à te bâtir cette réputation sans du tout investir dans le marketing? C'est-à-dire, quand on fait des recherches sur toi, on trouve, je crois, une revue de presse, Décideur Magazine, qui date de 2023. Enfin, on trouve rien du tout. Alors, Décideur, d'abord, je veux les remercier parce que c'est les seuls qui m'avaient fait confiance au moment où j'étais personne. C'est pour ça que c'est les seuls qui encore communiquent, puisque c'est les seuls à qui j'accepte de donner quelques informations sur les deals que j'ai fait pendant l'année. Mais effectivement, moi, je considère que je suis un acteur du B2B et que finalement, dans ce marché du private equity qui est petit, je n'ai pas de commercial à faire. Les gens savent exactement ce que je sais faire. Ils me voient toute la journée. Aujourd'hui, en moyenne, je fais entre 25 et 30 deals par an. Donc, de très très loin, j'ai le plus grand volume du marché. Et donc, je considère que les gens n'ont pas besoin que je fasse de la publicité pour savoir que je suis dans ce marché. Ils me voient gagner à peu près toutes les semaines. Donc, au bout d'un moment, ils se sont habitués. Ouais. Après, qu'est-ce qui a fait que je suis rentré ? Je pense qu'il y a une combinaison comme je te disais, de taux de succès plus important que ce que le marché avait l'habitude de voir à l'époque. Alors maintenant, j'ai des concurrents qui eux aussi font
très très bien leur travail et qui eux aussi ont des statistiques qui sont très bonnes, je les connais pas, mais qui sont aussi très très bonnes. Mais quand tu gagnes plus de 50-60% des deals sur lesquels tu travailles, au bout d'un moment, ça se sait. Tu vois. Et donc, les gens, quand un investisseur il va bosser sur 1, 2 ou 3 deals dans l'année, son seul objectif, qui n'était pas le cas au début, puisqu'au début, il y avait peu de concurrence, donc eux-mêmes avaient des statistiques très bonnes, eux-mêmes gagnaient très souvent les deals sur lesquels ils travaillaient, puisque la concurrence, c'était 1 fonds, 2 fonds, 3 fonds. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un dossier, il va y avoir 10 personnes. Alors, c'est un peu moins vrai là depuis la crise, depuis un an et demi, mais en général, il y avait une grande profondeur de fonds par deal, et donc la principale question du partenaire en charge, c'est de dire, aujourd'hui, je veux gagner ce deal-là, j'ai peut-être moi tout seul 5, 10, 15, 20% de probabilité de gagner, comment je fais pour augmenter ces probabilités de gagner? Et donc là, évidemment, ils regardent les solutions qui existent, et honnêtement, même maintenant, donc 17-18 ans après la création de ce que j'ai fait, j'ai 3-4 concurrents professionnels, pas tellement plus, là où il y a probablement toujours 4-5 bidders sur un deal. Donc, on se retrouve tout le temps. C'est une petite famille qui bouge, et je pense qu'elle a beaucoup changé aussi par rapport à avant. C'est-à-dire que quand moi je suis rentré dans le marché, les banquiers se détestaient pour la plupart, il y avait des gros égos, c'était un truc un peu... un peu ancienne mode, un peu viril, voilà. Il y avait des rancœurs, il y avait plein d'histoires. Moi, on me racontait plein d'histoires sur des banquiers qui détestaient d'autres, etc. Aujourd'hui, c'est pour ça que je peux parler de mes concurrents avec beaucoup d'affection, c'est qu'on est tous assez proches. C'est-à-dire que moi, les personnes avec lesquelles je passe le plus de temps, c'est soi-disant mes concurrents qui sont en fait mes amis. Donc, on a une saine compétition, puisqu'on se retrouve sur les mêmes dossiers tout le temps. Donc à la fin de la journée, c'est vrai que... c'est ton voisin de palier. Exactement. Oui, tu peux faire un peu la compète, mais c'est plus une compétition saine où tu croises les personnes toute la journée. Donc moi, je peux appeler un même banquier dans la journée et je vais avoir 2 deals où je suis avec lui, un où je suis face à lui. Donc voilà, on a une relation très apaisée de ce point de vue-là. Top. Alors, quand on a préparé cette discussion, tu me parlais d'une matrice mentale que tu avais, parce que tu vois un nombre de personnes incroyables, tu fais des meetings qui sont très très courts. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand, par exemple, tu as un deal qui arrive? Qu'est-ce qui fait que tu acceptes ce deal? Est-ce que tu as une matrice mentale? Comment tu traites l'information? Alors oui, moi je travaille beaucoup en arborescence et du coup j'ai beaucoup de statistiques, ce qui est un peu différent. Mais pour revenir un tout petit peu, c'est que historiquement, quand moi je suis rentré dans le marché, il n'y avait que des vrais banquiers. Moi, j'ai appris la banque en relisant le Vernimen en 2007-2008, puisque j'avais fait plein de métiers, mais en réalité, j'avais jamais été banquier. Donc j'ai appris le métier sur le tas, ce qui a des avantages. C'est-à-dire que je me suis affranchi de beaucoup de limites que 99% des banquiers avaient de par leur formation. Mais par contre, j'avais beaucoup de faiblesses, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas apprises. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait ce métier sans raisonner avec des acquis. J'avais rien. Je suis parti vraiment de zéro avec mon idée qu'il y avait un truc à faire, mais il y avait que dalle. Et franchement, quand je vois avec le recul les conseils que j'ai donnés, je me dis waouh, avec pas grand-chose comme information, j'arrivais quand même à bien me débrouiller. Mais dans les choses qui ont été très importantes pour moi, c'est vraiment cette capacité à créer des stratégies sans avoir beaucoup d'informations. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, quand les gens travaillent des dossiers face à moi, et mes concurrents, c'est ce qu'ils font, ils vont travailler avec beaucoup d'informations. Moi, je vais me créer moi-même ma propre information. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'empirique, c'est-à-dire est-ce que les fonds ont souvent gagné, pas souvent gagné, est-ce que le partenaire en charge, c'est quelqu'un de sérieux, qui sait tenir son comité, etc. Et en parallèle de ça, je vais regarder en face les cahiers des charges. Donc moi, je suis très matheux dans mon approche du buy-side. Donc, j'ai des feuilles statistiques à peu près sur tout ce qui existe. C'est-à-dire que je rank mes angles fois je ne sais pas combien de pages. Je fais 90 slides sur ma société tous les étés pour comprendre ce que chacun a fait, moi y compris, tous les mouvements que je fais sur un deal, etc. Donc, il y a un mix qui se croise à ce moment-là quand quelqu'un me propose une opération entre des statistiques et un instinct. Et une troisième chose, c'est que pour froisser personne, souvent maintenant, et je peux venir là-dessus, c'est maintenant je prends le premier qui m'appelle. Donc j'ai voulu justement... C'est-à-dire, je prends le premier qui t'appelle? Voilà, oui, factuellement, je prends le premier qui m'appelle. C'est vraiment ça. Il faut dégainer rapidement. Il faut dégainer rapidement. Un fonds dit, moi je suis très intéressé par ce deal, allô Jacques, est-ce que tu serais libre? Je me pré-réserve avec lui. Et ça, je l'ai fait pour 2 raisons. La première, c'est que moi, quand j'ai créé ma boutique, j'ai vendu une approche qui était limitée, puisque je disais que j'avais des angles sur les deals.
Et donc, évidemment, tu as un nombre d'angles sur un deal qui est limité et tu as un nombre de deals sur lesquels tu as des angles qui est encore plus limité. Donc, tu n'es pas scalable, comme disent les gens. Donc, les gens me disaient, c'est super ce que tu fais, tu gagnes très souvent, mais en fait, tu ne peux pas bosser sur beaucoup de deals. Et progressivement, il y a des fonds qui ont commencé à m'utiliser un peu partout en Europe. Et ce que je commençais à dire au départ, et c'est apparu comme vrai, c'est que finalement, acheter, être un bon acheteur, ce n'est pas que avoir des angles, c'est avoir un savoir-faire. Voilà. Et ça, c'est très important. Et pourquoi j'ai commencé à progressivement me désintéresser du choix du fonds, en fait, et j'ai arrêté d'attendre très longtemps pour choisir, j'ai arrêté de pitcher tout le monde pour avoir les informations ou connaître l'intention de chacun, c'est que finalement, je me suis aperçu que, les fonds devenaient des entreprises qui eux-mêmes étaient susceptibles de changer l'information qu'ils me donnaient tout le temps, et que j'avais pas de prise là-dessus, et que 2, finalement, au travers de mes statistiques, je me suis aperçu que même quand je choisissais moins consciemment ou moins minutieusement le fonds avec lequel j'allais travailler, j'avais exactement les mêmes statistiques. Ce qui prouvait... ce qui prouvait que c'était plus mon savoir-faire qui était, effectivement, les gens qui vont m'appeler sont disciplinés. S'ils m'appellent, c'est qu'ils sont motivés. Donc, ça va être quelqu'un qui devrait être dans les 4-5 personnes qui devraient être intéressées vraiment par le deal pour le faire. Et mon savoir-faire doit me permettre de passer cette personne qui serait top 3, top 4 comme un gagnant dans des proportions qu'il n'avait pas connues avant. Voilà. Super intéressant. Alors, c'est très mathématique, très rationnel, mais en fait, derrière, il y a vachement d'humanité. C'est quoi la place que tu fais à l'intuition et à l'humain dans ces deals ? Alors, c'est difficile pour moi de le savoir, parce que de temps en temps, je vais dire que je suis un animal extrêmement intuitif, et de temps en temps, si tu regardes factuellement comment je travaille, tu vas dire, mais c'est très mathématique. Mais en réalité, je ne sais pas qu'est-ce qui précède l'autre. Est-ce que c'est mon instinct et qu'après, je l'ai baqué avec des statistiques qui m'ont rassuré sur mon instinct, ou est-ce que j'ai des statistiques et après, je laisse parler mon instinct ? Mais ce qui est sûr, c'est que je me lève avec beaucoup d'intuition. J'ai des anecdotes même d'ailleurs là-dessus, puisque une fois je me suis fait, ma mère aimait bien les cabinets qui tiraient des cartes, etc. Et un jour je suis rentré dedans avec elle pour l'accompagner, et la cartomancienne m'a dit, vous ne pouvez pas rester, vous êtes comme nous, vous avez une sorte d'instinct, et donc vous ne devez pas rester dans le cabinet. Et pourquoi ? Donc, parce que ça allait polluer son tirage ou... Je ne sais pas si ça allait polluer son tirage, mais donc elle disait, mais vous, en fait, c'est pas d'intérêt pour moi, vous êtes comme nous, et donc voilà. Donc on en a tiré que j'avais probablement pas mal d'intuition, et en réalité, les mathématiques, je pense quand même, in fine, sont venus renforcer mon instinct plus qu'ils n'ont devancé mon instinct. C'est-à-dire que je mets les mathématiques au service de la réassurance de ce que j'ai vu au départ. Donc c'est pour ça que je prends le premier, c'est que finalement mon instinct me guide vers le prendre, et après, je vais visualiser les statistiques pour peut-être le conseiller un tout petit peu différemment. Et je te dis ça parce que quand on avait préparé, je regarde mes notes, la discussion, tu m'avais dit que tu ne te souvenais pas des deals, mais tu te souvenais des personnes. Donc ça veut dire, si tu te souviens des personnes, ça veut dire qu'il y a un ancrage inconscient sur le comportement de cette personne, sur la façon dont elle interagit avec toi. Est-ce que tu sais décrire ça précisément ? En réalité, pour revenir, comme je te l'ai dit au départ, c'est quand je prends des deals, je vais conseiller une personne. Je ne conseille pas un fonds. C'est difficile d'ailleurs quand tu me dis avec qui je bosse, etc. Je te donne des noms, mais pour moi, ce qui me vient en premier en tête et c'est qui Jacques, m'a fait rappeler, Jean, Mireille. À un moment, je t'ai pas dit par exemple CVC en premier, mais après j'ai pensé, je suis hyper copain, j'adore Jean-Christophe Germani, j'adore Édouard Conque, j'adore Victor, et donc j'ai dit mais tiens, c'est à eux que j'ai pensé, c'est pas au fond lui-même. Pareil quand je travaille avec un Astorg, avec Euraseo, il y a des gens que j'adore dans ce marché. Donc moi, j'ai vraiment la sensation de suivre des personnes, et que les institutions sont vraiment moins importantes pour moi que les personnes. Puisque, comme je te l'ai dit, ce qui va former à un moment ta capacité à amener quelqu'un vers un deal, c'est dans la même chose, c'est soit l'aider à réaliser ce qu'il a au plus profond de lui, qui veut dire deux choses. Ça peut être soit, en fait, il veut pas faire ce deal et que tu dois, au contraire, le freiner, soit le connaître si bien que, en fait, il a envie de faire le deal et il a besoin que tu l'aides à passer cette marche. Mais donc, c'est extrêmement psychologique. C'est un jeu de ping-pong avec le partenaire du fond où tu dois pas, toi, te mettre à sa place au sens où tu essayes de l'amener à penser comme toi. Tu dois devenir comme Mr. Ripley, tu dois
te mettre vraiment dans ses chaussures, tu dois comprendre où il veut aller et être une vision un peu plus macro, plus hélicoptère de ce qu'il veut être. Oui, ça, c'est hyper instinctif. Et ça, c'est hyper instinctif. Tu connais tes clients, en fait. Tu dois, à une soirée, au moment d'un doute sur une clause, déceler quelque chose qui se passe, qui est plus profond, et qui est un doute plus profond, ou qui est quelque chose qui peut être relié à une interaction avec ses partenaires, ça peut être un doute familial, ça peut être plein de choses. Et donc, ça, tu l'as théorisé, est-ce que tu t'es formé dessus pour décrire tout ce que tu décris? Il y a beaucoup de finesse dans ce que tu décris. Non, je me suis pas formé. Après, je pense que c'est juste que je me force jamais. Les gens, moi je disais quand j'étais jeune, je fais des choses qui ont 3 choses. Et on va revenir là-dessus. La première chose, c'est la confluence de 3 choses. C'est 1, la discipline, la méthodologie. Donc, je fais des statistiques, je vais essayer d'analyser, je vais essayer de me préparer au mieux pour l'effort que je vais fournir. Le 2, c'est que je fais des choses qui font un impact. Je vais essayer d'être disruptif. Donc, je ne vais pas aller dans un deal si jamais je pense que mon apport est juste minime. Il y a des deals dans lesquels on me propose et je dis écoute, je vois pas très bien ce que je peux t'apporter. Je pense que la situation n'est pas adaptée à mes compétences. Et le 3, c'est l'authenticité. Alors, pour les gens, je passais pour un fou quand j'étais jeune parce que je pouvais demander à ma mère de m'amener voir un psy pour essayer de questionner la raison pour laquelle je faisais certaines choses. Et donc, moi, je suis très, très omnubilé par la personne avec qui je traite. C'est l'essence même, comme je te disais tout à l'heure. Ma femme, quand elle décrit mon métier, elle dit Jacques, il parle avec des copains, il se marre et il fait des deals. Et elle comprend pas le métier. Ouais. Mais c'est vraiment ça pour moi. Le deal, c'est une histoire humaine entre d'un côté le partenaire et son équipe et moi, et après de l'autre côté l'histoire que j'essaie de créer entre cette équipe-là et le dirigeant en face, pour qu'ils puissent s'accompagner 5 ans. Mais c'est vraiment une histoire humaine de compréhension des dynamiques de ces 3 équipes, la mienne, la leur et celle des dirigeants, qui doivent à un moment fusionner pour donner un deal qui n'est pas juste une somme économique, mais qui est une envie réelle et une symbiose de cahier des charges entre un acheteur et un vendeur. Ouais. Enfin, moi, le LBO, je reviens toujours à la base, c'est un mariage. C'est pas une vente. Là, j'ai dit une vente, mais la réalité, c'est que ce n'est pas une vente. Le dirigeant qui vient vendre sa boîte ne veut pas faire un LBO. Le LBO, c'est une convergence d'intérêts pour créer de la performance entre un manager, un fondateur, quel que soit le statut de cette personne, avec une équipe de fonds d'investissement. Donc moi, je suis très concentré là-dessus. Ce qui m'importe, c'est vraiment la réussite du projet. C'est pas de dire, j'ai fait un deal, je m'en suis débarrassé, le type a payé 20 millions de plus, super, génial, j'ai gagné mon argent, c'est fini. Je suis très, très intéressé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de stress après les deals, d'être certain que les équipes qui ont fait ces deals sont heureuses, ont des bons current trading. La première année, je vais très souvent au contact des patrons de fonds en disant comment ça se passe le deal. D'abord parce que j'ai envie de vérifier que moi aussi, comme j'ai cru au projet, il est successful. Mais en fait, je veux que du bien à ce partenaire de fonds qui est en fait mon ami et pour lequel je vais l'accompagner. C'est quoi pour toi un deal qui foire? Est-ce que tu as déjà des deals que tu pourrais qualifier de foireux pour une raison X ou Y, que ce soit d'un point de vue humain, d'un point de vue économique? Oui, malheureusement, je me suis beaucoup vanté d'en avoir pas eu pendant très longtemps. J'ai 2 situations qui n'ont pas bien tourné dans tous les deals que j'ai faits. Donc, c'est pas énorme, puisque ça représente pour plus de 200 deals, 1%. Donc, c'est pas énorme. Et une fois, c'était une sorte de semi-fraude. On est passé à côté, en fait, nous tous, collectivement, de petites arnaques, en fait, gentilles, mais tout le long du deal, qui ont donné quelque chose de compliqué après à résoudre. Et donc, la boîte est tombée. Le dirigeant, c'est un type que j'adore, mais il s'est retrouvé dans une machine où il n'avait plus de choix que d'aller vers l'avant et de continuer cette espèce de petit arrangement, on va dire, financier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup peiné parce que vraiment, le dirigeant est un type pour lequel j'ai toujours, d'ailleurs, beaucoup d'affection. Et il y a une autre boîte, c'est vraiment la faute de pas de chance. Le marché s'est retourné avec le Covid et il n'y a rien que la boîte ait pu faire pour redresser. Et il y avait rien dans l'analyse a priori. Malgré tout. Exactement. Il y avait rien dans l'analyse a priori qui aurait pu prévenir ça. Voilà. Après, le Covid a été un accélérateur peut-être simplement, mais d'une faiblesse qu'on n'avait pas décelée.
Ouais. Comment tu te reposes? Parce que tu as une vie, tu parlais de 200 deals, c'est dingue le nombre de deals que tu as déjà fait là en 2025. Ouais. Comment est-ce que tu te reposes? Comment est-ce que tu unplug? Alors, je ne plug jamais. Déjà, c'est un peu comme les types qui disent quand t'as bu, continue à boire, c'est une bonne. Moi, je suis vraiment sur l'excitation permanente de je suis chanceux. Franchement, et donc j'ai du mal à ne pas le voir toujours comme une chance que les gens m'appellent. Enfin, je prends jamais pour acquis. Donc le matin, quand je me lève, même si je dors très peu, je suis heureux que des gens me fassent confiance. Je suis heureux d'avoir ces interactions, d'avoir ce statut un peu particulier qui fait que j'ai ce respect de ma part et que je vis du coup hyper agréablement. Le 2, c'est que on me paye pour réfléchir. C'est quand même un truc incroyable, c'est que même dans l'univers des banquiers, on est très peu en fait à être payé uniquement pour réfléchir. La 3/4 du temps, dans la banque, il y a aussi une partie qui est de l'externalisation de ressources humaines qu'on met à disposition des clients que moi je n'ai pas. Donc moi, quand les gens décident de me prendre, ils ne me prennent que pour ton jus de cerveau. Que pour mon jus de cerveau. Donc c'est quand même franchement, venant d'un métier où on considère qu'il y a les meilleurs, ou en tout cas parmi les meilleurs, de penser que ces gens-là me font suffisamment confiance pour me payer très cher pour réfléchir à leur côté et jouer au ping-pong avec eux, moi, je me sens assez flatteur. Donc j'avoue que j'ai du mal à ne pas en profiter. Et le 3, c'est que je fais des nouveaux projets tout le temps. Donc un jour je rencontre un patron dans la tech, un autre jour une patronne dans la santé, etc. Et donc c'est passionnant de voir. C'est pas du repos, ça. C'est un peu du repos. Moi je revis pas les gens qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. Et voilà. Et moi je suis passionné par le sous-jacent de mon métier un peu. Mais je suis passionné par les rencontres que je fais tous les jours. Ouais. Tous les jours, je rencontre des gens extraordinaires, de temps en temps moins extraordinaires, mais j'en apprends toujours quelque chose. Tu posais la question de l'analyse. Est-ce que c'était avant, après? Mais toutes les rencontres m'apportent quelque chose d'unique et d'indélébile dans ma personnalité et qui font que je m'améliore en permanence. Je peux pas te dire autre chose que je serais très triste de couper ce robinet qui alimente une créativité sans fin. C'est marrant, parce que quand t'en parles, moi, je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Moi, je passe ma vie à rencontrer du monde aussi. Donc Mais il y a une porosité, quand t'aimes ce que tu fais, il y a une porosité entre ta vie et ton travail qui vient aussi du fait, t'es entrepreneuse, donc t'as choisi ton métier, tu l'as défini, t'as fait ton cahier des charges. Je le fais en continu. Tu le vis. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas que tu le fais, tu le vis. Ouais. Tu l'incarnes. Tu travailles pas pour quelqu'un, tu travailles pas dans une boîte où on a réglementé ce que tu allais faire. Ouais, tu as défini tes qualités, comment tu les mettais au service d'une ambition et d'un projet, et en fait, ils vivent avec toi. Et ils bougent. Mais c'est ça, ouais. Et donc, de tous les moments que tu prends, il en découle quelque chose qui a trait à ton business. Voilà. Je pense que la seule chose sur laquelle vraiment j'ai fait des progrès, et ça m'a permis de tenir mon couple, mais je donne pas beaucoup de conseils, mais celui-là, je peux pas ne pas le donner, mais il n'est pas facile à exécuter, j'ai mis longtemps à y arriver, c'est vraiment la capacité à monter de 0 à 100 très rapidement et à redescendre très rapidement. Je pense que c'est assez vrai pour tous les entrepreneurs, c'est qu'une fois que tu coupes, et que tu as un moment où tu travailles pas, très souvent, ton compagnon ou ta compagne va te dire, en fait, t'es pas avec moi. Et ça, j'ai été très mauvais pendant très longtemps, et je pense que ça a beaucoup agacé dans ma famille, c'est, ok, tu travailles pas là, mais en fait, t'es pas avec nous. Ouais, c'est difficile. Et ça, c'est très, très dur, parce que ça devient un vrai bébé de créer sa boîte, et donc, t'es vraiment dedans tout le temps. Et parmi les grandes améliorations que j'ai pu avoir, sans en faire des statistiques cette fois-ci, mais voilà, j'ai senti que sinon j'allais avoir ma petite valise devant la porte de la maison assez rapidement. Voilà. C'est super, tu fais un super métier, tu t'éclates, mais bon, nous, c'est pas génial. C'est vraiment cette capacité à dire, si à 21h, pendant 1 heure, pendant 2 heures, je coupe mon téléphone, je coupe mon cerveau, je suis vraiment de manière intense avec les personnes avec lesquelles je suis dans la salle. Ouais, j'en parlais avec Hugues Lebré quand il est passé sur From Within, où il expliquait que quand il était à la Société Générale, il était au COMEX de la SocGen, il parvenait, excepté quand même pendant la crise kerviel, il parvenait à rentrer du bureau pour préparer le repas, passer du temps avec ses enfants, il rebossait après, mais il avait ce moment-là qui était vraiment gravé dans le marbre et qui était fondamental pour lui. C'est l'équilibre.
Ouais. Chacun a besoin d'un équilibre, quel qu'il soit. Il y en a, ça peut être d'ailleurs tout. Moi, je fais du sport, j'ai besoin de voir mes enfants. C'est un peu de trail. Je suis pas encore à haut niveau, mais bon, peut-être qu'on en refera un deuxième dans quelques années de podcast. Et là, je serai un champion, qui sait. Mais pour l'instant, je le fais en tout cas par plaisir, par réaction mentale. Mais donc, il y a quand même, et on revient à ce que je t'ai dit au début, c'est de la discipline. Pour réussir, il faut aussi que tu comprennes dans quoi tu es bon, bonne, comment tu définis ce qui te rend heureux, et après, quelles sont les soupapes d'aération de ton cerveau pour que ton cerveau, quand il est dedans, il soit vraiment dedans et non pollué. Et donc, c'est ces 3 paramètres qui font que tu es efficace au travail. Et donc ça, j'ai pas eu le secret pendant longtemps, mais maintenant je le tiens, et c'est précaire, hein, le secret de la recette. Donc elle est assez précaire, elle peut bouger assez vite, mais pour l'instant je suis dans une bonne période. Top. Alors, après on parlera de la Fondation Florence. J'avais une dernière question. Est-ce que tu m'as expliqué que tu bossais sur des programmes économiques de candidats? Enfin, tu rentres pas en politique, non. Mais tu apportes ta pierre à l'édifice. Je considère que c'est un peu, on viendra après sur la Fondation, mais je considère que très longtemps ou trop longtemps, on est trop nombreux à avoir des choses à apporter, et on a considéré que les politiques étaient un peu comme des syndics en copropriété. C'est-à-dire, tant que l'appart, il y avait de la lumière et que l'immeuble était propre, ça allait suffire. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'engagement que certains pourraient avoir de manière plus publique, je pense que ceux qui pensent avoir quelque chose à apporter sont les bienvenus à l'apporter maintenant. On est dans un moment... C'est un peu tendu. Alors, ce moment est long, parce que il y a 5 ans, on se serait parlé, on se serait déjà dit que c'était le moment. Ouais. Et dans 5 ans, probablement qu'on se redira, malheureusement, que ça sera encore le bon moment. Mais la réalité, c'est que on a eu des générations pour lesquelles l'envie était d'aller en politique, et on avait donc les meilleurs qui essayaient de s'y rendre. Aujourd'hui, on est quand même assez drivé par la réussite économique, et beaucoup des meilleurs dans les grandes écoles, ou qui ont réussi en tant qu'entrepreneurs, en tant que chefs d'entreprise, en tant que salariés, peu importe, ou qu'ils réussissent, ont considéré que la politique, c'était plus pour eux. Et d'ailleurs, les débats ont un peu disparu des familles. 3/4 du temps, les super débats de famille qu'on avait quand on était jeune, où tout le monde finissait semi-fâché et où tout le monde était content le lendemain de se dire qu'en fait, tu t'écharpais, c'était gratuit. Ouais. Et finalement, tu avais pris beaucoup de plaisir, et t'avais pas toujours réussi à convaincre ton débatteur, voilà, qui lui avait une autre idée, mais c'était pas grave. Il y avait cette idée que la politique était un objet de débat qu'on pouvait s'approprier. Aujourd'hui, c'est devenu un objet étranger, on critique, mais finalement on ne s'implique plus. Et moi, c'est vrai que je suis très conscient du rôle social que je devrais jouer, pas moi avec une prétention de me dire moi par rapport à ma réussite. Moi, en tant qu'être humain, faisant partie d'une société, j'ai un devoir de m'impliquer dans cette société et d'y apporter ma contribution, quelle qu'elle soit. Et ça va au-delà même de la religion, etc. Je donnais une anecdote, mais qui n'a rien à voir. Mais je regardais une série la dernière fois sur Jésus. Et je me suis dit, tiens, c'est incroyable, parce que dans la religion juive, en fait, on a un Messie qui est un peu un Superman. Le type ouvre la mer, etc. Donc c'est fantastique. Donc tu peux te dire qu'évidemment, ce genre de type, s'il ouvre la mer devant toi, il y a une forte chance que tu le crois. Et écoute, si tu crois pas le type qui ouvre la mer devant toi, il te reste pas grand-chose pour y croire. Et finalement, Jésus, on voit que c'est une somme de petits actes isolés qu'il fait, et qui ramène à une notion que finalement, changer le monde, c'est pas toujours quelque chose d'incroyable et ça nécessite pas d'être impressionné par la tâche. Il faut juste se réveiller le matin et se dire qu'est-ce que je peux faire ce matin qui soit bien pour quelqu'un déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux aider quelque part? Est-ce que déjà je peux parler avec des gens? Tu vois, on revient à l'humanité, mais moi, il y a un truc qui me dérange beaucoup dans la société française, c'est cette notion de caste, où finalement, parler avec quelqu'un, c'est très difficile. S'il n'est pas dans ta zone, tu te lèves. En fait, tu t'en rends compte. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai quitté la France, parce que je vis maintenant au Luxembourg, mais j'ai vécu aussi pas mal de temps en Belgique, et j'étais beaucoup à voyager dans les pays autour de la France. Et j'ai réalisé ça en quittant la France. C'est incroyable comme en France, tu as ces séparations, comme les castes. C'est horrible. En Inde, entre eux, et ça va jusque... Moi, c'est incroyable. Il n'y a qu'en France qu'on me demande où j'étais à l'école secondaire, primaire. Qui tu connais, avant d'avoir du respect, on te demande qui tu es. Et donc déjà... Et tout de suite, on te met dans la case. Ah oui. Mais déjà, les gens sont très surpris que moi, j'accepte tous les rendez-vous avec tout le monde. Et donner du respect au travers d'accepter un échange,
Pour moi, c'est déjà un signe d'ouverture d'esprit qui est très important. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai décidé, peut-être plus qu'il y a quelques mois, à mon échelle et dans la mesure de ce que je peux apporter, d'aider s'il y avait des gens qui étaient preneurs de mes conseils, ou en tout cas de m'écouter. Et donc, je m'implique un peu plus. Voilà. C'est bien, on n'en dira pas plus. Alors, j'aurais aimé, dans cette deuxième partie d'entretien, que tu nous parles de la fondation que tu as créée il y a quelques années, que tu reviennes sur cette idée que tu as eue de créer une fondation et voilà, quel est son objet et pourquoi tu l'as créée. D'abord, je l'ai créé, je vais raconter juste le contexte dans lequel je l'ai créé, mais est-ce que c'est important ? D'abord, je l'ai créé sur une base qui est que depuis que j'étais assez petit, il y a un concept qui travaille beaucoup chez moi, c'est la notion de chance dont j'ai parlé, d'avoir la chance de naître dans une famille qui m'a donné beaucoup de privilèges. Tout n'était pas parfait, évidemment, mais j'en ai tiré en tout cas le meilleur de ce que je pouvais en tirer, et je considère que j'ai eu une chance pas possible, et que je devais, au travers d'un engagement, quel qu'il soit, rendre une partie de cette chance, justifier ce qui avait... la raison pour laquelle on m'avait donné cette chance. Et donc c'est vrai que moi, une des causes qui me tenait beaucoup à cœur, c'est les jeunes et l'injustice des jeunes. Et c'est vrai que j'ai été du coup mentor pendant une dizaine d'années. Alors mes parents étaient tous les deux médecins, ils m'envoyaient pas mal de jeunes de milieux défavorisés. Et donc c'est comme ça que je suis venu sur ce segment-là d'injustice. Tu donnais quoi, des cours ? Je donnais, non, surtout du mentorat, c'est-à-dire que j'apprenais aux jeunes quels étaient les métiers, comment ils y rentraient. Et puis très souvent, comme je venais un peu en pompier de service, j'ouvrais mon Rolodex et puis je permettais à des jeunes de peut-être avoir des meilleurs stages que ce qu'ils auraient eu en temps normal. Mais ça me suffisait pas, en fait. Comme je t'ai dit, moi j'aime bien méthodologie, impact, authenticité. J'avais beaucoup d'authenticité, mon impact était moyen et j'avais pas de méthode. Donc c'est vrai que la fondation, elle est née de ce travail que j'ai fait en me disant, écoute, ce que je fais, c'est bien, mais aujourd'hui, je suis arrivé à un moment où je veux faire plus. Vraiment plus, et je veux le faire mieux. Voilà. Et le déclencheur a vraiment été, et c'est important, un soir, ma femme, ma mère et ma sœur, la fameuse Florence, ma mère, les trois sont venus. Chez moi, c'est un vrai matriarcat. Donc, comme je dis, elles sont venues les trois pour me dire que j'en faisais trop, qu'il y avait peut-être une chance que je meure, ou j'en sais rien, que je fasse un burn-out. Dans ces cas-là, moi qui ai vécu dans un milieu hostile, avec que des femmes fortes, j'ai évidemment dit, évidemment que je vais lever le pied, ça va sans dire. J'ai pas essayé de lutter. Le lendemain matin, après avoir très peu dormi, ma femme me regarde, elle me dit un truc qui a changé. Je lui dis, je crée la fondation maintenant. Et elle me dit, mais t'es fou, t'es complètement dingue. Hier, on a dit que tu devais lever le pied, et aujourd'hui, tu fais autre chose. Je lui dis, écoute, en fait, j'ai 40 ans, en gros, et j'ai toute la force avec moi, je vais accélérer maintenant, non pas parce que simplement j'ai la force, etc., mais parce que deux choses. Un, c'est que c'est la chose qui me tient le plus à cœur. Être avec ces jeunes dont je vais parler après, c'est vraiment la chose que je veux avoir fait dans ma vie. Et donc, je ne peux plus attendre une journée de plus. Un peu comme quand j'ai créé la boîte, j'ai décidé que c'était aujourd'hui et pas demain. Et que je n'allais pas remettre à plus tard quelque chose qui était si crucial pour moi. Et le 2, c'est que malheureusement, on sait que trop bien que les réseaux diminuent avec le temps quand on est à la retraite. Et que mon idée de dire je prenais ma retraite et puis je créais ma fondation ne marchait pas. En termes de capacité à amener avec déployer, moi tout l'environnement. Après, du coup, moi, je me suis concentré à la Fondation sur les jeunes de milieux défavorisés, mais des grandes écoles, parce que je crois beaucoup à la culture de l'exemplarité. Je crois beaucoup que on n'a pas une bonne vision des gens en province et en banlieue parce qu'on ne voit pas toutes les réussites qui y sont. Je ne suis pas naïf, je sais bien qu'il n'y a pas que des réussites, mais il y a beaucoup de potentiel dans les régions, il y a beaucoup de potentiel dans les banlieues, et ces gens-là n'aspirent qu'à une chose aujourd'hui, c'est éclore et qu'on leur donne leur chance et qu'on rétablisse l'ascenseur social. Donc les remettre dans un écosystème favorable. C'est surtout leur permettre juste d'avoir les mêmes carrières que celles de leurs collègues de mêmes écoles. Donc nous, aujourd'hui, on prend tous les... Et tu penses que c'est vraiment une histoire de réseau ? Alors pas que. Non, ce n'est pas principalement du réseau. Je dirais même qu'il y a beaucoup d'acquis qui sont bien différents que le réseau, qui sont plus importants aujourd'hui dans le travail qu'on fait. Donc nous, aujourd'hui, on récupère en gros des promotions de 300 élèves boursiers Crous 2 à 7, des 16 plus grandes écoles de France, 6 écoles de commerce, 10 écoles d'ingénieurs, et on leur offre 4 choses. Un, on leur offre donc des financements au sens large. On a à la fois des financements via les écoles, puisqu'on donne de l'argent aux écoles. On a à la fois des financements via des bourses aujourd'hui, à partir de cette année, qu'on peut délivrer. On a aussi des financements via des partenaires bancaires qui offrent des solutions sans garant à nos jeunes.
Donc ça, c'est un. Le 2, c'est qu'on offre une assistance mentor aux élèves pour réduire les déficits de code industriel. J'entends par là que les élèves ne savent pas quels sont les métiers, qu'est-ce qu'on y fait, comment on construit son parcours. Et ça, déjà, c'est beaucoup plus important que le réseau. Savoir quelles sont nos qualités, quelles sont les adéquations. Ça concerne tous les jeunes. Ça concerne tous les jeunes, mais évidemment qu'un jeune qui peut rentrer chez lui et poser la question à ses parents, ou dont les parents peuvent poser la question à leur environnement pour obtenir les réponses plus rapides, c'est plus facile que nos jeunes qui sont majoritairement uniques dans leur appartement, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur prépa, etc. Et qui, eux, ont personne à qui poser cette question. Et donc, on fait un mentorat hyper tailor-made avec des mentors du domaine précis d'activité dans lequel l'élève veut aller et qui sont pilotés par un CRM qui sera bientôt sur app et donc qui permet non pas de fliquer mais un tout petit peu d'encadrer cette relation qui est nécessaire. Le 3 qui est le plus important pour moi, c'est la réduction des codes culturels. Et donc ça, c'est le cœur de la fondation. Fondamental. Aujourd'hui, on fait près de 150 événements par an, qui sont une espèce de menu chinois gigantesque d'événements dans lequel les élèves peuvent venir et apprendre tout ce qu'ils veulent. Pizza Party dans l'art, j'avais vu ça. Alors, c'est Pizza Art. C'est mieux que Pizza Party, mais en fait, le but, c'est de casser les codes. Donc, on fait venir ce qu'il y a de mieux dans l'univers du professoral d'art. Donc, on a les plus grands professeurs de la Sorbonne, de l'école du Louvre, etc. Mais ils viennent aux horaires qui conviennent aux professionnels et aux jeunes, et ils viennent dans un cadre où on mange une pizza. Donc, le but, c'est de casser les codes, justement, on parlait des castes, etc., mais de montrer aux jeunes que l'art, c'est pas inaccessible pour eux et qu'ils peuvent venir en t-shirt, manger une pizza et apprendre quelque chose d'incroyable sur les reliquaires, sur l'art de l'islam, sur comment regarder un chef-d'œuvre, etc. Et donc tous les mois, on a des cours dans ce domaine et de manière plus large, on a vraiment des sessions à la fois réservées aux étudiants, mais dans le grand concept, on a quand même des événements qui sont ouverts à tout le public. Donc on a des pros et des jeunes qui se mélangent tout le temps et c'est à voir parce que les gens sont assez surpris par ce qu'ils voient et le potentiel des jeunes. Et le dernier point, je mets effectivement en dernier parce que c'est le moins important, c'est le déficit de réseau, où nous, on ne fait pas de discrimination positive, on permet juste aux élèves d'avoir un processus pour pouvoir appliquer dans les entreprises partenaires. Et c'est tout. Et on les aide à avoir des stages du coup. Et alors, donc les bénéfices, ça fait combien de temps que tu l'as créé Je l'ai créé depuis 3 ans. Alors, on a fait un peu au forceps, donc on va vite. On a déjà 10 salariés et plus de 700 étudiants. Et on est très très heureux, mais toujours pareil, tu vois, pour revenir, moi ce qui me plaît, c'est pas d'être sur la scène avec un micro et de faire une keynote à la Steve Jobs. Moi ce qui me plaît, c'est de passer 3 soirs par semaine avec mes jeunes. Je les appelle mes jeunes, je me les approprie un petit peu, mais c'est les jeunes de la fondation, mais de rester de 8h à 1h du matin avec eux tous les soirs, c'est un plaisir incroyable. Je ne dis pas que ça va me faire revivre parce que c'est pas le cas et je me sens très, très vivant même par ailleurs, mais ça me donne un sens à l'ensemble de ce que je fais qui est incroyable. Comment tu finances tous ces programmes ? Alors pour l'instant, je le finance moi. C'est pour ça que je continue à être aussi actif sur la partie bancaire, on va dire fusion-acquisition. C'est que pour l'instant, à 90%, c'est moi qui finance toute la fondation, ce qui m'a permis d'aller très très vite sans contrainte. Et donc aujourd'hui, je commence à avoir pas mal d'amis qui veulent me rejoindre dans le combat parce que maintenant, ils voient les fruits de ce travail, ils voient le système, ils voient les résultats. Et donc, il commence à y avoir des personnes qui commencent à être intéressées à venir rejoindre la bataille. C'est top. Dans l'écosystème que tu as rassemblé autour de cette fondation, tu as qui ? Tu as des gérants, tu as des patrons de boîtes, tu as des écoles, bien sûr. Alors, j'ai un peu de tout, parce que j'ai fait un COMEX avec 34 personnes et un board avec 14. Donc c'est ambitieux. J'ai été ambitieux parce que je savais que tout le monde ne serait pas disponible tout le temps et qu'il m'en faudrait beaucoup pour gagner ce combat. Parce qu'aujourd'hui, alors en plus, maintenant avec Trump qui a quand même qui bagarre ce côté d'ouverture, mais qui n'était pas le mien, puisque moi je ne fais pas de discrimination positive, mais qui quand même a un peu refermé les entreprises, et notamment les entreprises américaines. Il y a encore plus besoin de bras armés et de gens costauds. Donc c'est vrai que j'ai essayé de m'entourer de plein d'écosystèmes, mais qui peuvent être aussi bien pour m'aider à pénétrer des univers ou des entreprises, que pour créer des nouveaux segments. On a la chance d'avoir plein de gens qui ont créé des cours chez nous, parce qu'en fait, ils avaient envie de faire ça. Et donc, c'est pour ça, cette fondation, c'est pas ma fondation, et c'est pour ça que je me mets pas en avant. Cette fondation, c'est la fondation de toutes les personnes qui veulent avancer et que ces jeunes avancent. Il y avait De Gaulle qui disait « Et Français, toute personne qui veut que la France avance », mais c'est un peu la même chose à la fondation. Moi, je prends toutes les bonnes personnes qui ont de l'énergie et qui ont envie d'apporter quelque chose à nos jeunes. À bon entendeur. Pareil, s'ils entendent, peuvent venir.
C'est super inspirant. J'en avais parlé, je t'avais parlé d'une invitée que j'ai eue qui s'appelle Anne-Sophie Méhoud, que j'avais reçue sur un de mes précédents épisodes et qui me parlait d'une fondation de R&Co, du groupe Rothschild. On travaille beaucoup avec Rothschild. Ouais. Ils sont très supportifs de nos actions, notamment parce qu'on leur apporte un volume qu'ils n'avaient pas avant. Parce que, évidemment, quand on traite avec les grandes entreprises, une des premières questions, c'est pas l'initiative, est-ce que c'est 3 étudiants par an ou est-ce que c'est en capacité de faire 30 CV par an, 40, 50 Donc nous, aujourd'hui, on est à l'échelle, puisqu'on a 700 jeunes, on en a 300 nouveaux tout le temps. C'est-à-dire qu'à terme, on sera 900 étudiants, 900 mentors, 1200 stages par an à trouver. Donc, on est vraiment en capacité aujourd'hui de parler avec les entreprises du CAC 40. On vient de signer, on va annoncer ça plus officiellement, mais bon, je peux le dire en avant-première. Ouais. On a signé un partenariat avec L'Oréal de manière globale, qui est hyper supportif de la démarche et qui nous a beaucoup touchés par sa volonté de se mettre à notre niveau, puisque nous, on est une jeune fondation et eux, c'est une énorme boîte. Et donc, ça nous donne un coup de booster incroyable de pouvoir comme ça avoir des boîtes de cette dimension qui nous rejoignent dans l'effort, mais avant on n'était pas capable de le faire parce que évidemment tout contrat avec L'Oréal comporte des notions de volume qui sont incompatibles avec une fondation qui ne serait pas professionnelle. Hyper intéressant. Tu as vraiment une sorte de rôle de passeur. Je ne sais pas si tu te reconnais dans cette terminologie. Si, en tout cas, j'ai la volonté de ne pas avoir vécu que pour moi. C'est hyper important, mais aussi bien dans la définition aussi que j'ai de moi-même, que pour ce que mes parents m'ont donné comme valeur et aussi pour les valeurs que je veux donner à mes enfants. Je pense que quand je parlais d'exemple, c'est l'exemple qu'on donne aux jeunes, c'est ces jeunes qui le donnent à quelqu'un d'autre, mais c'est aussi moi vis-à-vis de mes enfants, de leur montrer que on a un rôle à jouer, même à toute petite échelle, de faire en sorte qu'on fasse quelque chose pour les autres. Enfin, moi, c'est très, très important dans ma notion. Et c'est pour ça que je reviens toujours, tu l'as noté à chaque fois, c'est les hommes qui font mon destin. From Within, c'est un podcast où je parle de l'intériorité aussi. J'aurais aimé que tu nous dises ce que toute cette aventure, à la fois entrepreneuriale, tous les deals que tu as faits, la création de la fondation, qu'est-ce que ça t'a vraiment appris sur toi en tant qu'humain ? Ça m'a appris que j'avais pas changé. Et ça, c'est la chose qui était le plus importante pour moi. Les gens qui me connaissent me disent toujours que je suis un grand enfant. Je suis toujours un gamin. Et moi, c'est quelque chose qui n'est pas péjoratif. Parce que... Pas non plus. Non, mais c'est surtout... J'avais tellement peur, jeune, de me décevoir et de devenir... une personne qui répondait pas aux autres, qui était pas présente, qui allait peut-être de manière cynique pour réussir, se pervertir dans cette quête de réussite, etc. Et ça m'a appris que j'étais aussi simple que la personne que je croyais être quand j'étais plus jeune. Et donc j'aime bien ce côté simple et naturel que j'avais et que j'espère garder tout le temps. Je cherche pas à être quelqu'un, je cherche pas à impressionner, pub, etc. Et j'irais presque de moins en moins. Tu vois, tu disais j'ai de la tout chance à l'heure... alors de t'avoir sur Non, pas du tout. Mais tu disais tout à l'heure que finalement, tu t'étais découvert une nature plus solitaire que tu pensais. Vrai, en off, on s'est dit ça. Ouais. On s'est dit ça tout à l'heure. Ouais. Et je pense que c'est agréable quand... à un moment, tu te regardes et tu te trouves simple, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire que tu as enlevé toutes les fioritures de ta personnalité pour réussir de temps en temps. Tu parles trop, t'en fais trop, tu pousses un peu les limites des gens pour y arriver, et qu'à un moment, tu retrouves ta nature simple, vraiment authentique, sans masque ouais. Et que tu peux vraiment avoir des émotions pures avec les gens, sans avoir peur que si jamais, moi, avec les jeunes, ça peut m'arriver de pleurer, et tu peux dire, du coup, mais t'es pas un mec fort, tu vois, toute cette image-là, non, t'as plus ça. Tu peux passer des soirées à dire, non, je vais pas aller voir un grand banquier ou un autre mec, je vais aller passer ma soirée avec des jeunes, et parce que ça va être vachement plus sympa. Voilà, toute cette simplicité-là, je pense que c'est ce qui me caractérise le plus. Après Hollande, qui était un homme normal, après des gens qui arrêtaient pas. Mais donc c'est très dur de dire des phrases un peu banales comme ça. Mais je trouve que on a besoin de retrouver un tout petit peu de personnes sans fioriture, de nous débarrasser un tout petit peu de... Je bois tes paroles. Moi c'est mon
C'est ce qui fait que je suis toujours hyper enthousiaste, naturelle, à me marrer beaucoup, etc. C'est qu'en fait, je trouve que c'est tellement dommage que les gens se sentent obligés de tout le temps devoir être ce qu'ils ne sont pas fondamentalement. Mais tu sais, c'est beaucoup... moi, je pense que j'ai détesté les groupes dans ma vie. Et pourtant, ça rassure beaucoup les groupes. Moi, je fais partie d'aucun groupe. Voilà. Tu vois, je suis jamais dans les groupes WhatsApp. On me propose jamais d'être dans un groupe. Oui, mais souvent, l'authenticité va de pair avec la personnification ou le rapport de personne à personne. Quand tu es dans un groupe, tu n'es pas toi-même. Tu joues un rôle de société que tu recrées au niveau de ton groupe. Alors que quand tu es seul face à quelqu'un, finalement, tu n'as plus d'enjeu du regard de beaucoup de personnes, tu peux te permettre d'être toi-même. Ouais. Et moi, je trouve que ça m'a donné une force de ne jamais rentrer dans ces groupes qui m'a probablement permis, progressivement, de me détacher du regard des autres au maximum. Enfin, et du coup, de garder de garder ce côté enfantin au sens pur du terme. Exactement. Je prends du plaisir, je rencontre des gens, je crée des vraies relations et j'essaye de me reconnecter tout le temps à mes émotions et à mon instinct, même si je fais beaucoup de statistiques. On parlait de Jésus, tu parlais de Jésus et c'est ce que Jésus dit dans la Bible. Laissez venir à moi ces petits enfants. Et c'est vraiment ça. Mais j'ai vu cette série, pour être honnête. Donc moi, je suis juif, donc je suis pas sur le point de me convertir. C'est pas ce que j'annonce du tout, mais c'est vrai que c'est intéressant au travers d'une série, de plein d'événements, de réanalyser ou d'analyser des mouvements que tu fais toi et de les remettre dans un autre contexte. Moi, c'est un truc que je fais beaucoup. Et donc, c'est vrai que quand tu vois ce qu'il a fait, ou pas fait, mais en tout cas, ce qu'il montre à l'écran, tu te réappropries aussi le fait que chaque chose est beaucoup plus simple. Il y a une espèce de naturel qui s'installe dans toi, dans une société, et par exemple, de toi faisant des petites choses, mais chaque chose petite que tu fais a un impact, en fait, et cet impact, tu dois le respecter, et tu dois continuer à le développer, et finalement, ne pas faire en sorte que tu deviennes de l'inaction, parce que tu attends quelque chose de très grand de ta part. Ouais, tout à fait. T'attends pas grand-chose, tu es pas grand-chose, enfin tu vois, moi j'ai conscience, je suis pas grand-chose, mais pour autant, je refuse pas d'avoir un impact. Ouais. Top. Écoute Jacques, c'était hyper inspirant. Merci beaucoup. Merci. Alors j'ai une clôture rituelle. D'accord. Je vais te poser 3 questions et tu me réponds du tac au tac. Quel est le mot qui te passe par la tête suite à notre discussion ? Spontanéité. Si tu parlais aujourd'hui à ton toi de 25 ans, celui qui voulait conquérir le monde, tu lui dirais quoi ? Prends plus le temps. Vraiment. Je pense que j'étais obnubilé par savoir ce qui allait m'arriver après. Et en fait, maintenant que je sais un peu ce qui m'est arrivé, même pas jusqu'au bout, mais je me dirais, profite un peu de la... Je le dis ça beaucoup aux jeunes, de profiter. Et je trouve que j'ai été boulimique d'avancer et trop vite, peut-être. Et à 80 ans, tu veux qu'on retienne quoi de ton passage sur Terre ? J'aimerais qu'on se dise que y a une chose à chaque fois quand on me dit si je suis pratiquant, et je dis non, mais par contre je respecte tous les principes. Et du coup, j'aime bien savoir que j'ai essayé de faire le maximum, d'être le plus bienveillant possible, sans jamais avoir peur de rien ni de personne. Voilà, donc c'est pas la peur qui me fait bouger, et donc j'aimerais que les gens se disent que sans peur, j'ai quand même essayé de faire des choses bien. Merci Jacques Ita. Merci à bientôt. Merci d'avoir écouté From Within. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez un commentaire et surtout, partagez-le autour de vous. Et pour aller plus loin, vous pouvez également vous abonner à la newsletter FinScale sur Substack. Vous y retrouverez réflexions, ressources et outils pour avancer à la croisée du business et du développement intérieur. À très bientôt.